Merci Sonia, merci à tous d'être là. Moi, je suis très heureux de pouvoir animer cette petite heure 30 autour de l'accompagnement de fin de vie. C'est un vrai challenge pour moi. D'abord parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me questionne, mais qui nous questionne tous. Et puis parce que je suis formateur et qu'un formateur, ça parle beaucoup. Et donc 1h30, c'est un sacré challenge pour un bavard comme moi et comme sans doute vous êtes aussi, puisque je pense que certains parmi vous ont des missions de formation. Avant qu'on commence le diaporama que j'ai préparé pour ce support, euh, deux petites choses. D'une part, je garde un œil sur le chat et j'essaierai actuellement de répondre aux questions qui apparaîtront. Ne vous inquiétez pas, si je n'y réponds pas tout de suite, je les note et j'y reviendrai peut-être plus tard dans le déroulé du PowerPoint ou à la fin quand on sera plus en synthèse. Je parle de qui je suis parce que c'est important. On a tous une biographie et c'est important aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Eric Sefer, je suis un jeune senior, ça vous aura pas échappé. Et l'avancée en âge étant un facteur de risque de la mortalité, je me sens de plus en plus concerné par la thématique que nous allons aborder. Et puis surtout, mon métier, socle, c'est infirmier. J'ai commencé à exercer donc en tant qu'infirmier dans les soins il y a maintenant plus de 35 ans. Donc je vais pas vous faire tout mon CV parce qu'on va remonter aux dinosaures et puis il y aurait pas assez de l'heure pour ça, mais pour vous expliquer que finalement ce qui nous questionne tous et qui est une vraie question existentielle, c'est-à-dire que la mort et qui questionne elle-même le sens de la vie finalement, cette mort, cette fin de vie, je l'ai côtoyée très tôt dans ma carrière et tout au long de ma carrière. Et c'est de là que je parle, c'est-à-dire c'est à partir de ces expériences-là, et puis évidemment avec la distance, le recul que j'ai pu prendre, et puis tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmier dans des services d'urgence et de réanimation. Et évidemment, dans ces services, on sauve des gens, et puis il y a des gens qu'on ne sauve pas et qui meurent dans des contextes particuliers, parfois très rapidement, très brutalement. Et donc ça a été ma première confrontation donc à la fin de vie, avec parfois des accompagnements en réanimation. On peut accompagner des gens pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Et aux urgences, ben parfois l'accompagnement ne dure que quelques minutes ou quelques secondes parce que les gens peuvent décéder très rapidement. Et quand on a 20 ans ou à peu près, être confronté à ça, évidemment, ça ne laisse pas indifférent. Mais de toute façon, quand on en a 50, non plus. Et jamais d'ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'on est là pour en parler un petit peu aujourd'hui. Donc ça a été ma première confrontation donc à la fin de vie. Puis je suis allé travailler en SIAD. J'ai découvert le soin à domicile et les personnes âgées dans des contextes particuliers. Et c'était le tout début. On commençait tout juste à accompagner des gens en fin de vie au domicile, hein. C'était vraiment le tout début. C'était, je devrais pas parler comme ça, mais en termes d'organisation, un petit peu de bricolage quand même. On faisait comme on pouvait. Mais on a réussi à faire en sorte que des gens qui voulaient mourir chez eux meurent chez eux. Et du coup, c'est un accompagnement très différent qui s'inscrivait dans une autre temporalité, avec d'autres moyens, d'autres acteurs aussi, et qui donc des situations qui m'ont aussi beaucoup interpellé et qui m'ont beaucoup appris aussi en termes de collaboration, de prise en compte des familles aussi et de l'entourage. Ensuite, je suis parti travailler en oncologie et en chirurgie oncologique en clinique et l'oncologie d'il y a 25 ans était très différente de ce que l'on peut voir comme type de prise en charge aujourd'hui. Les gens étaient hospitalisés pour leur chimiothérapie, pour leur traitement, et ils avaient beaucoup d'effets secondaires des traitements. Et nuit, et là, d'accompagnement. Et puis, pour faire un peu plus rapide sur mon parcours, depuis maintenant
3 ans. Je suis, formateur et j'ai la chance de travailler donc, pour, Harmonis et d'être beaucoup dans les établissements, d'ADEF Résidence et de travailler avec les équipes, sur, bah, justement ces accompagnements qui questionnent. Un point vraiment très important de mon expérience, c'est, le travail dans une unité de soins de suite gériatrique, sur un département gériatrique, avec des lits identifiés de soins palliatifs, c'est-à-dire en permanence 5 à 10 personnes qui étaient en fin de vie. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est déjà beaucoup et je vous propose de commencer donc, ce PowerPoint. Je jette un œil toujours sur le chat et bien évidemment ce que je dis est, je l'espère, intéressant, mais surtout, vos avis et vos interventions sont tout aussi importantes. Alors, je vais me mettre donc sur le partage d'écran. Hop, hop. Théoriquement, il devrait se passer quelque chose, mais là, il se passe pas grand-chose. Je vais mettre mes lunettes. Peut-être que j'ai mal cliqué. Alors. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai un Oui, petit on souci. vous entend, Oui, Eric. Sonia, vous m'entendez? Ah, voilà, Ouais. ça y est. J'avais un petit temps de décalage pour pouvoir partager mon écran. Ça y est, c'est en train de se mettre en route. Ça tourne un petit peu, mais ça devrait arriver très bientôt. Enfin, en tout cas, j'espère. Ça tournicote. On a fait plein de tests et évidemment, c'est toujours au moment où il faut mettre en œuvre que ça se met à tournicoter. Alors, si, visiblement, là, voilà, je vais revenir sur partager, écran, voilà. Vous avez cliqué sur écran 1. Ouais, Ok. et Voilà. voilà, c'est historique. Vous voyez PowerPoint? Oui, ça commence à apparaître. Voilà. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que tout Donc, le monde le voit? Vous pouvez faire des retours sur le chat ou par smiley. Ouais, super. ok. Alors je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Vous avez en face de vous la page de présentation de ce rendez-vous. Pour moi, ça a du sens des personnes et dans le soin de manière générale. Notre travail, c'est bien d'accompagner des projets de soins, des projets de santé, des projets de vie, et ça s'arrête que bah, au moment où finalement les gens meurent, et encore parfois même il y a des choses qui se passent après. C'est toujours très questionnant et quand on travaille en EHPAD, je vous ai remis des chiffres que j'ai trouvés là récemment. On nous dit que pour un établissement de 100 résidents, chaque année, il y en a 20 qui décèdent. Et car au sein de l'EHPAD, d'ailleurs de plus en plus au sein de l'EHPAD, et c'est sans doute une bonne chose, et ça correspond sans doute au souhait de mourir entouré de gens qu'on connaît dans un contexte qu'on connaît, et c'est très important. Mais en fait, quand on voit ces chiffres, ce qu'on pourrait se dire, c'est que finalement, les soignants en EHPAD, l'équipe d'EHPAD développe une expertise autour de la fin de vie, et je suis persuadé qu'effectivement ils le font. Et en même temps, ils sont toujours. Et en même temps, c'est bien aussi. Même si ce questionnement n'est pas toujours très confortable, il est pour moi, en tant que manager, on va être garant de la qualité des soins. C'est quand on se questionne plus qu'effectivement, à ce moment-là, on risque d'être dans des choses un peu standardisées. Non, non, bah, ce questionnement est parfois complexe. Et puis, on n'a pas tous le même. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est quel est notre rôle à chacun au sein de ça, qu'on soit infirmier, soignant, MP, AVS, directeur, IDEC, psycho, à quoi chacun peut servir dans cette histoire. Euh, on peut faire en sorte que cette période de la fin de vie s'inscrive dans une continuité d'histoire de vie. Ça me paraît. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord tous ensemble vie sur
ces accompagnements de fin de vie peuvent être aussi générateurs de tension au sein de l'équipe, alors que ce que l'on souhaiterait, et on a bien raison, c'est le plus de sérénité possible. Pardon. Excusez-moi. La seconde diapo, ce sont des pyramides que j'ai choisi de mettre là. Pourquoi des pyramides? Pour faire joli sur l'image, oui, certainement, mais aussi parce que les pyramides sont des tombes et que avoir des tombes qui sont toujours présentes 3000 ans après et de façon aussi ostentatoire, Heu, ça a du sens aussi. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, hein, construire ces tombes, avoir autant ritualisé, la mort et cetera, ça prouve bien que, dès l'Antiquité finalement, et même avant, la mort posait question. De tout temps, on a fait des choses autour de la fin de vie, autour de la mort et puis dans les rituels de deuil en particulier. Ce qui prouve bien que, ça n'est pas nos représentations et on n'a pas tous les mêmes et en particulier dans nos sociétés avec le brassage culturel aujourd'hui, ça fait référence à nos valeurs. C'est quoi la vie, qu'est-ce qui est important, etc. Donc quelle est et évidemment ça questionne autour de l'analyse des pratiques. Ça questionne d'autant plus que on vieillit de plus en plus longtemps dans nos sociétés. Je vous ai mis les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est-à-dire le recensement INSEE de 2019. L'espérance de vie pour les hommes aujourd'hui, c'est 79,8 ans et 85,7 ans pour les femmes. En sachant que, bien évidemment, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'impact Covid, hein, et que, bien sûr, ça vient impacter ces chiffres et les chiffres de 2020 seront un peu différents. On a quand même chiffre Hein? 67 C'est de 000 la raclette, décès tant pis. en On avait fait la 2020, raclette à deux. Non, il y a ce qui Audrey. représente plus d'un demi-million de personnes qui décèdent en France chaque année. Et en fait, on n'en voit pas grand-chose, de ces décès, des funérailles et cetera. Ça reste un peu caché quand même, un peu tout ça et souvent quand je discute avec les soignants en EHPAD sur, comment leur entourage et cetera et pas c'est-à-dire cette approche de la mort. Les gens leur disent: «Mais alors tu es avec des personnes âgées, mais tu vois des morts, tu touches des morts», parce qu'effectivement cette confrontation à la mort dans notre société, elle est devenue exceptionnelle alors qu'anciennement, hein, quand on mourait chez soi, au sein du village et cetera, tout ça c'était vu et montré, hein. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'inconnu supplémentaire avec le fait que nos sociétés cachent un petit peu tout ça. En tout cas, 667 000 décès en 2020, avec une hausse donc de 9% par rapport aux années précédentes. En tout cas, c'est l'estimation, on n'a pas les chiffres exacts encore, alors que le taux de mortalité était plutôt stable ces 10 dernières années. Donc, l'épidémie, effectivement, est venue augmenter ces chiffres et elle a touché, bien évidemment, les résidents des EHPAD et les équipes de soins qui les accompagnent avec souvent des dilemmes éthiques. Hein, voilà, on est là pour maintenir une vie sociale, accompagner les gens jusqu'au bout de façon à ce qu'ils puissent être en confort, etc. Et le Covid a principalement eu comme effet, dans nos structures de soins et plus particulièrement dans les EHPAD, un risque d'isolement majoré, alors qu'on lutte contre ce risque d'isolement, d'une manière générale. Donc, je continue sur des éléments de santé publique et puis après, donc on embrayera plus directement sur le soin. En France, 90% des décès surviennent après 60 ans, 50% après 80, 25% après 87 ans. En fait, ça dit que plus on vieillit, plus on risque de mourir. Jusque-là, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est une lapalissade, vous le savez, je le sais, tout le monde sait ça. La différence, c'est que, effectivement, on est amené de plus en plus à mourir plus tard. Aujourd'hui, il y a 21 000 centenaires en France.
Alors tous n'ont pas la même situation d'autonomie, de capacité, etc., etc. Et bien souvent, ils sont, comme on dit dans les livres, polypathologiques et avec des autonomies, des capacités qui sont, on va dire, restreintes. Mais on a de tout parmi ces gens très âgés, parmi ces gens du grand âge. On attend d'ailleurs une loi sur le grand âge. On est tous très impatients de savoir ce qu'il va y avoir dans cette loi, mais ça prouve bien que la société se mobilise autour de ces avancées en âge. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on meurt vieux, hein, et que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on vit longtemps. Et puis, je vous ai mis une citation de Stephen King que j'aime beaucoup, qui dit que l'avantage de vieillir, c'est qu'on n'a plus peur de mourir jeune. Et effectivement, alors, ça peut faire sourire et en même temps, ça m'évoque quelque chose euh, d'assez évident et qu'on peut partager, c'est-à-dire que souvent les résidents en EHPAD ont parfaitement conscience qu'ils sont sur la dernière saison de leur vie et on peut généralement en parler avec eux si tant est qu'on a une relation de confiance et qu'ils s'autorisent à en parler. Certains le souhaitent, d'autres non, c'est leur choix. C'est souvent quelque chose de plus complexe avec les proches d'envisager, bah oui, la mort de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur conjoint, etc., etc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui encore, on a un petit peu de mal avec les directives anticipées, et je reviendrai sur cette notion de directive anticipée. Encore quelques chiffres, et puis après je m'arrêterai là sur ce contexte de santé publique. Qui montre quand même quelque chose d'important. 70% aujourd'hui des gens de plus de 75 ans meurent en institution, pour pratiquement la moitié en hôpital, en hôpitaux, pardon, une petite partie en clinique parce que les cliniques sont pas forcément faites pour accueillir les mêmes problématiques. Et puis on est quand même à 14-15% de gens qui meurent en structure d'accueil pour personnes âgées. Ce qui veut dire qu'effectivement, ben la mort, elle appartient d'une certaine manière au quotidien des équipes des EHPAD qui accompagne ces parcours de vie. Alors, je vais interrompre un tout petit peu le partage d'écran parce que je me rends compte que quand je vous parle, je ne vois pas le chat. Ça peut ah oui, non, là on est sur des éléments techniques, donc si vous le permettez, je vais continuer. Alors, je vais partager mon écran et je reprends le PowerPoint. Hop. Ouais. Et là, je me rends compte. Du coup, si j'interromps le partage, je ne peux plus le reprendre. Oula. Alors, Sonia, vous êtes là? Oui, qu'est-ce que vous voyez, Eric, quand vous faites le partage? Alors, j'ai interrompu Ah, ça y est, ça y est. Non, il y a un vrai temps de décalage. Si Oui, j'interromps le partage et que je veux revenir, il y a un vrai temps de décalage. Donc, tant pis, je vais rester sur la continuité du PowerPoint. d'accord. Alors là, ça tourne. Donc, le temps, je vais faire comme ça. Je remets dans le partage. Je lui dis partager ça et il va falloir quelques secondes. Voilà. Oui, normalement oui. J'espère que tout le monde voit bien le PowerPoint, c'est bon? Alors, N'hésitez pas à je- l'indiquer sur le chat ou par réaction. Super. Ok. Alors, du coup, évidemment, ça nous questionne sur ce qu'est la mort. Enfin, si on parle d'accompagnement jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de la vie, ça questionne sur ce qu'est la mort.
Alors, on aurait pu, si on était dans quelque chose d'un petit peu différent, s'amuser à s'interroger chacun et à donner sa version des choses. Là, je vous ai fait d'emblée une petite fleur avec des pétales qui sont inspirés de ce que me disent les équipes quand j'ai la chance de les rencontrer. Et donc, on est sur des choses qui vont vous parler. Vous allez voir, la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est quand on est inactif, c'est quand on a cessé de vivre, c'est un état dont on revient pas. Et effectivement, même si on parle d'expérience de mort imminente, les gens qui en reviennent, en fait, ils n'étaient pas tout à fait morts, hein, et jusque maintenant, personne n'est revenu en nous disant, venez, c'est vachement bien, n'ayez plus peur. Donc, on reste avec nos angoisses et nos peurs. Ça peut être synonyme de repos éternel, et là, ça a à voir beaucoup avec les conceptions religieuses, qui sont aussi aidantes pour certains, hein, qui en ont. Ça concerne aussi l'agonie, et on reviendra sur cette notion d'agonie parce que l'agonie, c'est les toutes dernières heures de vie. Et pour moi, l'accompagnement de fin de vie, ça n'est pas que ça n'est pas que les dernières 48 heures, hein, c'est autre chose que ça. Mais bien évidemment, les dernières 48 heures de vie, les dernières heures de vie font partie de l'accompagnement, mais c'est aussi synonyme de disparition, de quitter, hein, l'idée de mort, ce qui évidemment fait un lien avec les processus de deuil sur lesquels je reviendrai un tout petit peu, mais à ma façon, parce que encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais je vais vous parler de ce que j'ai pu observer. Au niveau médico-légal, en fait, c'est assez drôle de se rendre compte que la médecine définit la mort comme n'étant plus la vie, hein, par opposition, par défaut, on va dire. Donc la mort, c'est l'absence de vie, c'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales, et ça consiste soit en l'arrêt cardiaque, soit en l'état de mort cérébrale, qui désigne l'arrêt irrémédiable de toutes les activités du cerveau, même si on peut continuer à respirer, en particulier grâce à des respirateurs. Et on voit bien effectivement quel questionnement éthique cela peut poser dans les équipes de réanimation en particulier, quand il s'agit effectivement d'arrêter ces machines ou pas. Et tout le monde se souvient bien de la manière dont a été médiatisée la vie de Vincent Humbert récemment, et à quel point ça a influencé la loi d'ailleurs, et en particulier la dernière loi Leonetti-Claes, qui fait référence aujourd'hui en matière de fin de vie, et dont je vais vous parler un tout petit peu, mais juste en rappelant les très grands principes. Une autre précision dans la loi a été apportée en ce qui concerne les dons d'organes, parce que il a fallu préciser un petit peu les choses. Et donc en 2002, un arrêté est venu nous préciser le fait que la mort, c'est l'absence totale de conscience et de motricité, que c'est quand il y a plus d'activité réflexe, donc plus de système nerveux autonome, ni sensitif ni moteur. C'est l'absence de respiration spontanée. Et puis, on parle de l'épreuve par défaut ou de certitude, quand on veut être sûr que quelqu'un est décédé pour pouvoir le prélever, même si effectivement les machines continuent à le maintenir en vie physiquement, on va dire. C'est l'idée de 2 électroencéphalogrammes dits plats, hein, isoélectriques, interprétés par 2 médecins, de manière à ce qu'on soit sûr que la personne est, comme on dit, cliniquement morte, et qu'on puisse éventuellement proposer à ce moment-là de prélever des greffons qui vont sans doute sauver d'autres personnes. Je vous ai mis une citation de Coluche, parce que j'aime beaucoup cette citation, mais je vais vous expliquer pourquoi. Coluche, c'est pas un grand philosophe, mais quand même, c'est un élément un élément contemporain. Coluche, il disait, si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Et là aussi, c'est une lapalissade, puisque tout le monde meurt de son vivant. Parce que si on n'était pas vivant, on ne pourrait pas mourir, hein. Mais ça dit quelque chose. En tout cas, ça dit quelque chose pour les équipes soignantes. C'est que tant que les gens sont là, ils sont vivants, et que donc tant qu'ils sont là et jusqu'à leur dernier souffle, euh, notre mission, c'est de mettre en place un accompagnement qui s'inscrive donc dans la continuité, et de prendre en considération le respect, la dignité. Juste à titre indicatif, l'ouïe, le fait d'entendre, est un des derniers sens, hein, qui reste même quand on avance comme ça dans la phase agonique. Et donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les gens nous entendent, y compris quand ils sont presque
à leur dernier souffle. Et le fait qu'ils nous entendent, le fait qu'ils puissent ressentir encore certains éléments qui passent par le toucher est important, bien sûr, pour leurs proches, à qui parfois il faut expliquer ça, parce que ça fait peur aussi tout ça, et on y reviendra un petit peu, mais c'est important pour nous aussi. Ça veut dire que jusqu'au bout, on doit être vigilant à ce que l'on dit, à la manière dont on touche et la manière dont on accompagne d'une manière générale. Donc merci Coluche, on va le laisser pour le moment. Alors, on a beaucoup de textes qui sont sortis autour des bonnes pratiques en matière d'accompagnement de fin de vie. Et je vous laisserai dans un second temps une bibliographie avec certains éléments de repère, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous servir de ces éléments. Moi, j'ai extirpé certains axes majeurs que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc on nous dit que la fin de vie est un temps singulier dans la vie de toute personne et mérite une attention soutenue de la part des professionnels. Et c'est intéressant de voir que d'emblée on parle des professionnels et qu'on ne dit pas des soignants. Ça m'interpelle parce que ça veut dire effectivement pour nous et pour les équipes des EHPAD que tout le monde est concerné et tout le monde est impacté par ces fins de vie. Ce qui est important à avoir à l'esprit pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des équipes en EHPAD, c'est que on a souvent la chance d'être avec des résidents pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quand ces gens décèdent, évidemment, ça nous touche. Hein. Alors, on reparlera peut-être un petit peu de la distance professionnelle, qui est un concept un peu nébuleux, mais on peut poser quelques repères. Mais c'est normal d'être touché parce que tel résident qu'on connaît depuis 5 ans est décédé cette nuit. Hein. C'est normal et c'est bien, je dirais, d'être touché. Maintenant, tout dépend de la manière dont on est touché aussi, et on en reparlera un petit peu. En tout cas, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par la disparition, d'où euphémisme, en tout cas la mort d'un résident au sein d'un EHPAD. Donc, cette période de fin de vie, elle accentue notamment la vulnérabilité physique et psychologique des personnes âgées en venant limiter leur pouvoir de décision. Et ça, c'est important parce que on le reverra avec les dernières lois. Ce que dit le législateur aujourd'hui, c'est que ce qui est important en fin de vie, c'est de se fier d'abord, et c'est l'esprit des directives anticipées, c'est de se fier d'abord sur ce que veut ou ne veut pas la personne qui meurt. Qu'est-ce qu'elle a dit dans ces directives anticipées quand on a la chance qu'elles existent? D'où l'importance d'être sans doute des acteurs de promotion de la rédaction de ces directives anticipées. Nous tous, on peut aujourd'hui décider de rédiger nos directives anticipées et je ne suis pas sûr que nous soyons très nombreux à l'avoir fait et c'est parfois un peu difficile d'approcher cette notion-là quand les résidents entrent au sein de nos établissements. Donc cette situation soulève de nombreuses questions, en particulier au regard du respect des droits et des libertés individuelles, mais également de la qualité de l'accompagnement. Je vais juste vous raconter une toute petite histoire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps dans un établissement où j'étais amené à intervenir. Donc une dame était en fin de vie et elle allait de moins en moins bien. Et sa personne de confiance était sa fille, qui était là quasiment au quotidien et qui d'ailleurs était impliquée dans l'accompagnement. En tout cas, il y avait un beau partenariat qui était fait entre l'équipe et puis la fille et cette maman, en tout cas autour de cette maman. Et en l'occurrence, il se trouve que cette dame avait aussi un fils que l'équipe ne connaissait pas, mais comme ça arrive dans toutes les familles, sans aucun jugement. Et le fils a appelé quand il a été prévenu que sa maman était moins bien par sa sœur. Il a appelé donc la direction de l'EHPAD en disant voilà, je suis le fils de Madame Machin, je vais vous dire quelles sont ces directives anticipées. Et c'est justement tout le contraire de ce que sont initialement les directives anticipées. Bien sûr, la personne de confiance. Bien sûr, l'équipe pluridisciplinaire a des choses à dire autour de l'accompagnement, mais les directives anticipées, ce ne sont pas celles du fils ou de la fille, ce sont celles de la personne elle-même. Ça, c'est important parce que pour nous, c'est une boussole importante. Et parfois, on a besoin de se recentrer sur cette boussole-là, qui est l'usager lui-même, c'est-à-dire le résident ou la résidente en fin de vie. Alors, on nous dit aussi que ce qui est important, c'est de mourir dans la dignité. Alors, c'est un concept énorme, on pourrait passer l'après-midi à en parler et encore on aurait
certainement pas fini d'en parler. Si jamais vous êtes intéressé et vous avez envie de travailler autour de la dignité, je vous conseille un auteur qui s'appelle Éric Fiat. Déjà, il s'appelle Éric comme moi, donc c'est quelqu'un de bien, mais il a l'honneur et l'avantage surtout d'être agrégé en philosophie, ce que je ne suis pas. Il a beaucoup écrit sur la dignité. Il se trouve que dans son entourage, il a des soignants et il a beaucoup écrit sur la dignité et le soin. Et il a écrit pas mal d'articles et il a écrit des livres très intéressants que je vous remettrai en bibliographie. Et puis il fait des conférences. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller l'écouter, allez-y, c'est quelqu'un de passionnant et de très accessible. En tout cas, mourir dans la dignité, aux yeux du législateur, et du législateur aussi en français mais européen, c'est aujourd'hui un droit. La Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée le relève dans son article 8 et dit « Vous avez le droit de mourir dans la dignité, dans des conditions conformes à vos souhaits et dans la limite de la législation nationale du pays où vous résidez. » Alors, c'est intéressant quand même, cette formulation de la charte européenne qui renvoie à la législation propre à chaque pays, parce que vous savez qu'en Europe, on n'a pas tous la même législation concernant la fin de vie et concernant la mort. La Belgique et la Suisse, par exemple, ont des approches qui sont complètement différentes de l'approche française sur laquelle je vais revenir, c'est-à-dire que chez nous, le législateur dit, ben voilà, on accompagne dans la dignité, etc., mais on n'intervient pas sur le processus du mourir, hein, on n'accélère pas le processus du mourir, sinon on est sous le coup d'une euthanasie qui est complètement illégale en France, alors qu'elle peut être légale sous certaines conditions dans d'autres pays, tels que la Belgique et la Suisse, où d'ailleurs les conditions ne sont pas les mêmes. Mais chez nous, on accompagne, on n'accélère pas le processus. Ce qu'on nous dit aussi dans une loi qui maintenant a un petit peu de temps, mais c'est un article important, on nous dit que toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Donc c'est important l'idée que on a tous le droit de mourir dans la dignité. Qui dit dignité dit confort, qui dit confort dit respect, et qui dit confort, respect, dignité dit aussi soulagement des symptômes, de la douleur, mais pas seulement, Dès lors que l'on sait qu'il survient plus d'un décès par mois en EHPAD, c'est donc important de se recentrer justement sur ce qu'on peut nous offrir et d'EHPAD dans ces contextes-là. Donc, ce qui est important, nous dit-on, c'est la cohérence du parcours de fin de vie et les objectifs thérapeutiques. Et c'est intéressant que on parle de parcours. Encore une fois, la fin de vie, c'est pas les 6 dernières heures, les 12 ou les 24 dernières heures. C'est l'idée d'accompagner un parcours qui se transforme. C'est-à-dire que notre objectif initialement, c'est de maintenir des capacités, de stimuler, etc. Il y a un moment donné, quand on rentre dans une logique dite palliative, on va avoir d'autres priorités et que c'est important qu'on partage ces nouvelles priorités en équipe, qu'on soit d'accord, que ça soit discuté et que ça soit écrit et tracé. Et on va revenir sur cette notion de priorité qui change. En général, elle change d'ailleurs assez progressivement, parfois brutalement, mais c'est plus rare. On nous parle aussi de l'importance de la personnalisation de l'accompagnement et de la prise en compte des caractéristiques culturelles, de l'histoire de la personne, de la douleur et des autres symptômes. J'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça, c'est que même si effectivement le processus du mourir progressivement va transformer la personne, elle reste la même personne, hein. Elle meurt un peu comme elle a vécu. Et y compris d'ailleurs post-mortem, hein, souvent ce qui questionne et ce qui est difficile pour les équipes de soins, c'est effectivement de préparer un corps après le décès de manière à ce qu'il soit présentable pour la famille, etc. Et c'est souvent difficile d'approcher un corps dont la vie a échappé, on va dire. Et en tant que soignant, et puis dans des situations où j'étais un peu seul parce que le contact le soin, rendre un corps présentable, faire attention effectivement à ce qui est
plus de tubulures, faire en sorte que les draps soient bien posés, qu'on ait un environnement qui soit conforme. C'est aussi du soin. Et pourtant, la vie est déjà partie. Mais quand les proches arrivent, cette dernière image, elle est prépondérante. Et la manière dont on va préparer effectivement cette dernière visite ou cette visite du corps, va-t-on dire, elle est importante et c'est aussi du soin et elle incombe aussi aux équipes que je rencontre régulièrement. Et c'est pas anodin. La qualité des liens professionnels de l'aide et du soin, les personnes âgées et leur entourage, oui, c'est important pour qu'on soit le plus possible tous ensemble autour de cette période. C'est évidemment l'idéal. Pour l'avoir vécu aussi et pour écouter les soignants qui le vivent régulièrement encore, c'est pas toujours évident et tout n'est pas toujours serein. Euh, et ça fait partie aussi de l'accompagnement de fin de vie, d'être toujours dans la recherche du compromis, du consensus euh, et du partenariat quand il est possible. Parfois, c'est plus compliqué et parfois, on l'atteindra pas, malheureusement. Malheureusement pour les proches, malheureusement pour les équipes, mais aussi malheureusement pour les résidents qui, à ce moment-là, plus qu'à d'autres moments encore, ont besoin qu'on soit ensemble et d'une atmosphère de sérénité. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? De quoi on parle quand on parle d'accompagnement de fin de vie et d'accompagnement palliatif? Ben, il y a quelques axes là que j'ai choisi de vous remontrer. On nous dit que ces soins procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants. Et ça, c'est primordial, cette histoire de douleur. Vous savez, quand j'ai été amené à travailler donc dans ce service où on avait en permanence 5 à 10 personnes en fin de vie, euh, la première des choses finalement qui était faite par les médecins et par l'équipe, c'était d'évaluer la douleur. Où en était cette personne par rapport à la douleur? Parfois, on avait des gens qui arrivaient épuisés de douleur. Ils étaient somnolents, effectivement, ils avaient une conscience un peu aléatoire, mais non pas parce que ils étaient déjà sous morphine, mais parce que ils étaient épuisés par la douleur des derniers jours ou des dernières heures et qu'ils n'avaient pas pu se reposer, pas pu dormir. Et le premier travail souvent qu'on était amené à faire, c'était qu'on refaisait une titration, c'est-à-dire que on réaugmentait progressivement le traitement antalgique. Alors oui, les gens dormaient souvent pendant 48 heures, et puis au bout de 48 heures, ils avaient parfois, hein, c'était pas toujours récupéré, et du coup ils étaient à nouveau plus conscients, plus présents, et puis on pouvait avoir un accompagnement peut-être avec une participation plus active de leur part. Alors ça concerne bien évidemment la prescription. Moi, je suis pas médecin hein, et voilà, je vous dis ce que j'ai constaté il fut un temps. Je pense qu'on a beaucoup progressé par rapport à tout cela. Et puis, il y a les autres symptômes. Et là, on a pour beaucoup de soignants et dans le cadre de leur formation et de leur cadrage législatif un rôle propre hein, qui a à voir avec le fait effectivement, de faire des soins de bouche, de continuer à faire attention au fait que quelqu'un n'ait pas la peau qui s'abîme, de, de, de laver, de veiller à ce que la personne soit au sec, au propre, qu'elle sente bon jusqu'à la fin de sa vie, et en particulier parce que son entourage a besoin aussi de pouvoir continuer à l'approcher, à la toucher, et que nous avons un rôle vraiment très important en termes de nursing, parce que le nursing, c'est aussi maintenir la qualité du lien social entre la personne qui décède et ses proches. Et ses proches. On nous dit aussi que donc ces soins soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal. Et ça, c'est vraiment le cadrage législatif français, c'est-à-dire que on essaie de ne pas être interventionniste. On va soulager. La loi prévoit qu'effectivement, pour soulager, parfois, eh bien, on ait des effets secondaires de traitement. Mais l'idée, c'est de ne pas donner la mort intentionnellement parce que c'est illégal et que c'est considéré en France comme étant un homicide. Le troisième élément, c'est donc ni d'accélérer ni de repousser la mort. Le quatrième, c'est d'intégrer des aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est aussi pour la personne qui décède une vraie crise existentielle. C'est un moment de bilan. C'est un moment où elle va se demander, bon, à quoi elle a servi, à quoi a servi sa vie. Moi, je me souviens comme ça d'un résident qui arrêtait pas de nous raconter la même histoire.
Il était adolescent et apprenti boulanger sous l'occupation, et donc il avait dans la ville où il travaillait, son patron faisait le pain pour les Allemands qui occupaient la ville à cette époque-là, et lui avait essayé d'empoisonner la pâte pour se débarrasser de l'occupation allemande. Heureusement, heureusement, en tout cas, ça n'a pas eu d'effet. Mais lui racontait ça, c'était son acte à lui d'héroïsme et il voulait partager ça avant de mourir. Il nous l'a beaucoup raconté et en même temps, à un moment donné, il a dit que au moment de son enterrement, lui, ce qu'il voulait, c'était qu'il y ait des drapeaux avec des représentants des anciens combattants. Et c'est quelque chose qui avait une importance pour lui et du sens. Et c'est quelque chose qu'on doit entendre et relayer quand on a la chance, effectivement, que ces choses soient exprimées. Point 5, l'idée de cet accompagnement, pardon, c'est aussi de proposer un système de soutien à la fois au résident, à celui qui meurt et à sa famille. Et on le voit bien, de toute façon, si on veut pouvoir travailler ensemble autour de cette dernière étape de vie, et du mieux possible, on a intérêt à prendre en compte la famille et à parler avec eux ou avec elle, avec cette famille. Une soignante récemment me disait, moi je suis un peu gênée parce que quand on arrive comme ça sur la fin de vie ou que les gens sont morts, d'ailleurs, j'ai tendance à fuir la famille parce que je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas comment les réconforter. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Et en même temps, des fois, il n'y a pas de choses à dire, j'ai envie de dire, mais être présent. Se regarder, c'est déjà exprimer des choses, hein, c'est déjà exprimer des choses. Il y a des choses qui se passent au-delà des mots. Au-delà des mots. Dans le service dans lequel j'ai travaillé, eh bien, il m'est arrivé parfois de retrouver des proches en pleurs dans les bras d'un infirmier, d'une infirmière, d'une aide-soignante qui disait rien, qui avait juste cette personne dans les bras. Et ça veut dire tellement de choses, tellement de choses. Alors évidemment, aujourd'hui, prendre les gens dans les bras, c'est devenu compliqué, mais je l'espère, ça n'est qu'une période et on pourra bientôt redonner toute sa valeur au toucher et à ce contact physique qui est bienveillant et réconfortant. Le point 6, c'est le fait d'utiliser une approche d'équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles, en y incluant, si nécessaire, une assistance au deuil. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, cet accompagnement de fin de vie, il s'arrête pour partie au moment où le cœur s'arrête de battre, mais pas que. Il se passe encore des choses derrière. Et le fait de pouvoir orienter les gens, qui restent évidemment les proches, vers des dispositifs d'aide et d'écoute, c'est important. Mais ça peut être important aussi pour les équipes soignantes elles-mêmes. D'ailleurs, ça l'est. C'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Ça l'est. Je vois bien, moi, ce qui se passe quand j'arrive pour parler de l'accompagnement de fin de vie, comme d'autres formateurs d'ailleurs, hein, et qu'on ouvre cette parenthèse sur, voilà, on va parler du deuil, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, etc. Racontez-moi, etc. Et on voit bien tout ce que les gens ont à dire, hein, et le besoin de poser ces émotions-là, et ça me paraît important. Mais pour ça, il faut aussi être capable de se dire que c'est normal qu'en tant que soignant, on soit touché, on ait des émotions, qu'on a du chagrin, parfois de la colère aussi, hein, par rapport à des situations de fin de vie. Et le fait d'éprouver ces émotions n'enlève rien à la compétence et à l'expertise des soignants que je croise. Bien au contraire, mais pour cela, il faut en faire quelque chose. En point 7, c'est l'idée que ces soins d'accompagnement de fin de vie peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l'évolution de la maladie. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire si les gens sont épuisés par la douleur ou d'autres symptômes, peut-être que si on arrive à soulager ces symptômes-là, eh ben ils vont rester un petit peu plus longtemps auprès de leurs proches, dans l'échange avec les soignants, et en tout cas c'est une hypothèse que l'on peut faire. Et le dernier élément qu'on nous dit, c'est que on peut parfois être amené à mettre en place des démarches palliatives assez tôt dans le décours de la maladie. Euh, et je voudrais, alors je sais plus si je vous l'ai mis après, je voudrais vous montrer ce schéma. Pour montrer qu'effectivement, alors là c'est par rapport à la pathologie, en même temps les résidents qui meurent bien souvent, ils meurent parce que une de leurs polypathologies décompense. Vous voyez bien que
l'aspect, on va dire, curatif et le fait qu'on stimule, qu'on maintienne des capacités, etc., va laisser souvent, ça n'est pas toujours le cas, progressivement la place à une démarche dite palliative, donc d'accompagnement de fin de vie, qui va privilégier la qualité de vie, etc., qui va être moins sur cet aspect stimulation et préservation des capacités. Et finalement, cette démarche palliative, encore une fois, ça n'est pas que les 48 heures ou les dernières 24 heures de vie, elle peut se mettre en place progressivement bien avant, et on peut avoir des gens en soins palliatifs qui sont en soins palliatifs des semaines, voire des mois, peut-être même plus. Vous savez, dans le service dans lequel j'ai travaillé, on a des gens qui venaient pour mourir, puisque c'était une partie de la vocation du service, et qui parfois, au bout de 2 mois, retournaient chez eux parce que ben, leur état s'était stabilisé, parce que ils en avaient le souhait, ils voulaient dire au revoir à leur maison, etc. Et puis ils revenaient 15 jours après, puis après, eh bien, on les accompagnait sur 1 semaine ou 2 semaines encore. On n'est pas maître du temps dans ces histoires-là. Et ça, c'est aussi quelque chose que ça renvoie aux équipes, et en particulier aux équipes soignantes, c'est-à-dire que on ne contrôle pas ce processus du mourir. On peut avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, mais ça reste une espèce d'inconnu. Et le baromètre et la boussole, là encore, c'est le rythme du résident lui-même. Alors, petit mot sur la loi Leonetti et la loi Leonetti-Claes. En fait, les deux lois qui ont évolué, qui ont posé la base du cadrage à la fois, mais aussi collaboratif autour de l'accompagnement de fin de vie. Dès 2005, la loi réaffirmait l'idée que un malade, un résident, une personne en fin de vie peut refuser ou interrompre un traitement. Et que s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, eh bien, on doit se référer donc aux directives anticipées. Vous voyez bien que les directives anticipées, la loi les prévoyait depuis 2005. On est en 2021 et on voit bien qu'encore aujourd'hui, ces directives anticipées ont du mal à trouver un ancrage dans nos quotidiens. Et pourtant, Dieu sait si elles seraient aidantes pour les équipes d'EHPAD dans les situations de fin de vie. Alors ça, c'est culturel, c'est sociétal, hein, c'est pas juste les personnes âgées en EHPAD, c'est toute notre société qui a évolué, à évoluer autour de cette notion de fin de vie. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on va chez le notaire pour préparer sa succession ou qu'on rédige ces directives anticipées qu'on va mourir demain et que ça nous fait mourir. Mais il y a quand même quelque chose à ça, parce que ça nous confronte à notre propre finitude et c'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile. Dès 2005, on nous parlait de la personne de confiance, désignée donc par le résident, le malade, qui donne son avis aussi sur les décisions à prendre en fin de vie quand la personne ne peut plus s'exprimer. Et l'idée de la personne de confiance, c'est que ce qu'elle dit, eh bien, c'est un porte-parole de la voix du résident ou du patient, et que donc son avis prévaut sur tout avis non médical, à condition effectivement que le résident lui-même ne puisse plus s'exprimer. Et puis pour le médecin, donc l'idée dès 2005 de s'abstenir d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire plus d'acharnement thérapeutique pour parler plus concrètement. Et puis l'idée de respecter la procédure collégiale si à un moment donné on se pose la question d'une interruption de traitement, c'est-à-dire que théoriquement c'est une décision d'équipe qui tient compte des directives anticipées, de l'avis de la personne de confiance aussi, et que donc on doit consulter la personne de confiance. En 2016, donc, alors, 2016, cette loi est complétée parce qu'elle n'a pas peut-être eu tous les effets recherchés, mais qu'en même temps, la société a évolué aussi. Et donc, cette loi précise un certain nombre de choses et elle nous recentre encore plus fort sur la boussole patient ou résident. Elle dit plusieurs choses. Elle dit que l'usager donc a le droit de recevoir des traitements et des soins les plus appropriés. Une nouvelle fois, c'est réaffirmé.
que donc il ne doit pas y avoir d'obstination déraisonnable à nouveau. Et puis elle introduit deux nouvelles choses, c'est-à-dire le droit à la sédation profonde, qui peut être mis en place d'ailleurs aujourd'hui. Il y a eu des éléments qui vont dans ce sens par le médecin traitant lui-même, sous certaines conditions, etc., etc. Et puis la procédure collégiale toujours. Et ce que je ne vous ai pas remis sur cette diapo, c'est que on y parle toujours bien évidemment des directives anticipées. Ce qui a changé par rapport aux directives anticipées, c'est qu'à la base, elles étaient valables 3 ans après leur rédaction et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus de date de péremption. C'est-à-dire que si je fais mes directives anticipées aujourd'hui et qu'on en a besoin dans 10 ans, bah, si je les ai pas modifiées entre-temps, elles seront toujours valables. Mais on a le droit de les modifier autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Alors, hop. Permis le diapo sur ces fameuses directives anticipées parce qu'elles sont une des clés de la cohésion et de la collaboration autour de la fin de vie. Hein. Toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées qui concernent donc sa fin de vie dans le cas où elle ne serait plus capable d'exprimer ce qu'elle veut. Et il s'agit d'exprimer ses volontés par écrit qui concernent les décisions médicales à prendre lorsque on est en fin de vie sur les traitements, les actes médicaux qui seront ou pas engagés. Hein. Les gens peuvent écrire, on peut écrire hein, qu'on veut être réanimé ou pas, qu'on accepte d'être intubé ou pas, etc., etc. Hein, et elles sont aujourd'hui sans limite de durée et elles sont valables quel que soit le contexte, c'est-à-dire après un accident grave, dans le cadre de l'évolution d'une maladie. Après, c'est le médecin qui va juger de leur adaptation dans le contexte. Hein, ça veut dire, bah oui, on est en fin de vie ou pas, et oui, on peut se référer à ces directives anticipées ou pas. Une chose qui est importante aujourd'hui, c'est que souvent, quand par exemple un résident décompense la nuit, etc., et que se pose d'appeler le 15, hein, souvent le régulateur au bout du fil demande l'âge de la personne et en fonction de l'âge va demander s'il existe des directives. Et donc on voit bien que dans notre système on en a besoin, que ça soit à l'EHPAD, que ça soit à la régulation du SMUR, agonie et donc sur la toute fin de vie et de ses symptômes, parce que c'est effectivement le moment, cette agonie, même si effectivement je vous ai dit que l'accompagnement de fin de vie pour moi il commence avant, mais sur ces dernières heures de vie, on va avoir des symptômes particuliers qui font qu'effectivement la personne physiquement se transforme et présente des symptômes particuliers qui vont aussi nécessiter de la part des équipes donc plus de temps de présence, c'est évident et c'est nécessaire, même si on ne peut pas être là tout le temps et que c'est pas forcément souhaitable d'être là non plus tout le temps, surtout s'il y a une famille, il faut lui laisser la place hein, et il faut respecter cette intimité des derniers moments de fin de vie. Mais en tout cas, il va y avoir des soins particuliers et des manifestations particulières qui peuvent aussi impressionner les soignants que nous sommes, mais les proches. Et c'est aussi intéressant d'être capable d'expliquer aux proches que ce qui se passe, et même si c'est impressionnant, est un processus normal dans l'approche d'un futur décès. Donc, bien souvent, on va retrouver une aggravation de l'état général, le refus de s'alimenter, si la personne s'alimentait précédemment. On peut avoir aussi comme ça, ce n'est pas linéaire, c'est pour ça que je vous ai mis, on peut avoir une amélioration inattendue, c'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent euh, être très somnolents comme ça, et puis quelques heures après, être plus conscients, qui peut-être vont demander à être habillés, qu'on va peut-être pouvoir remettre au fauteuil quelques heures à ce moment-là, qui vont peut-être être plus dans l'échange avec leurs proches et pouvoir leur dire au revoir le cas échéant. Dans ce processus, c'est quelque chose que moi j'ai souvent croisé et en même temps, cette amélioration, elle est très ponctuelle. Hein. Alors elle est intéressante. Elle est intéressante pour les équipes de soins parce qu'effectivement, c'est un moment où on peut échanger, où on peut entendre encore des choses,
parfois les peurs d'ailleurs exprimées par les gens, hein, et c'est pas rien de les entendre. Et puis c'est peut-être le moment où on peut en profiter pour appeler les familles, en tout cas leur proposer d'être un petit peu plus présentes, parce que là, ben, elles vont pouvoir encore se parler. Donc, il peut y avoir des discours autour de la mort, il peut y avoir des références à un objectif. Parfois, les gens nous disent ça, hein. Moi, bon, je vais pas bien, mais je voudrais tenir jusqu'au moment où mon petit-fils va venir, hein, où ma fille va revenir de Bretagne, ou des choses comme ça. Et puis, on peut avoir des troubles du comportement avec des phases d'agitation, de prostration, des gestes parfois par rapport au drap, par rapport au linge, et parfois un recroquevillement en position fétale, hein. Mais tout ça, c'est très individuel, hein. Là, je vous brosse un tableau très général. Et puis, avec les heures qui passent, on va avoir des troubles de la conscience qui vont apparaître, et puis des troubles respiratoires. Et ça, c'est souvent quelque chose de très impressionnant. C'est lié au fait qu'effectivement le diaphragme qui est le muscle principal de la respiration devient moins puissant et moins efficace. Donc c'est les muscles intercostaux qui vont prendre le relais, et on va avoir des gens avec une respiration qu'on va voir en fait, hein. Et puis on sent bien qu'ils font un effort pour respirer. La respiration devient irrégulière. Il y a des pauses respiratoires, une respiration qui est plus lente. Et puis en plus, parfois, comme il y a une contracture des muscles autour du carrefour pharyngé, on a parfois une respiration qui devient sonore. Et c'est ce qu'on appelle le râle agonique. Et ça fait du bruit, effectivement. Ça fait parce que les muscles se contractent, du coup, se contractent autour de la trachée. Et ça, c'est très important. Et alors, c'est très important, c'est très impressionnant. Et en plus, alors normalement à ce moment-là, il y a une diminution de la sécrétion de la salive, mais quand il y en a encore un peu, et comme il y a une abolition du réflexe de déglutition, les gens vont rester avec la salive dans la gorge, et non seulement on va avoir le râle agonique, mais en plus ça fait glou-glou, hein. Et donc on a vraiment l'impression, quand on écoute ça, que les gens se noient. Mais en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau dans les poumons. Bien souvent, ils ont un peu de salive dans la gorge, et puis leur cou contracté qui fait que on entend la respiration passer. À ce stade-là, bien souvent, aujourd'hui, ce que j'ai pu lire estime que ce bruit-là cette respiration-là ne sont pas un signe de souffrance supplémentaire, parce que la personne à ce moment-là a déjà un état de conscience qui est altéré. Mais malgré tout, ça reste très impressionnant. Alors parfois, ce qu'on fait un peu, ça m'a toujours moi interpellé, c'est que quand les gens continuent à avoir de la salive, et donc à avoir comme ça ce bruit de glougloutage de salive au fond de la gorge, on est parfois amené à mettre des patchs d'antisécrétoires, de scopolamine en particulier, qui marche assez bien. Alors ce qui est assez drôle, enfin moi en tout cas ça m'a toujours interpellé, la scopolamine, c'est ce que l'on donne pour le mal des transports, c'est un antisécrétoire. Et ça m'a toujours interpellé de me dire que on mettait des patchs de mal des transports des gens qui allaient faire leur dernier voyage, enfin voilà. C'est mon truc à moi. Donc, et puis derrière, on va avoir les signes d'un état de choc, avec des troubles circulatoires vont apparaître, hein, un refroidissement des extrémités, un pincement des ailes du nez, des marbrures, sont les signes de l'état de choc, hein, parce que l'organisme en fait va aller contracter tout le système circulatoire périphérique pour essayer de ramener le sang vers les organes vitaux, du fait que le cœur, qui commence à ne plus faire bien son travail de pompe, du fait que cette défaillance soit compensée. Mais on voit bien que cette défaillance, cette compensation ne va durer qu'un temps. Et puis, petit à petit, les globes oculaires ne fonctionnent plus, il n'y a plus de réflexe, parfois il y a une odeur caractéristique, et puis il peut y avoir aussi à ce moment-là un relâchement sphinctérien, ce qui veut dire effectivement que on va avoir des soins à faire là, et en particulier d'échanges parfois. Tout cas, autour de tous ces symptômes, c'est de soutenir donc la personne qui décède et ses proches qui est confrontée à cette mort, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les proches, comme aujourd'hui la mort est très cachée, hein, est devenue une sorte de tabou, même si
on en reparle un petit peu plus qu'il y a quelques années. Bien souvent, pour la famille, c'est la première confrontation directe avec quelqu'un qui va mourir, hein. Parfois, on n'a pas vu ses grands-parents dans ces situations-là, et là, ce sont nos parents, et on est là et on découvre en même temps que d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est aussi angoissant pour celui qui meurt que pour ceux qui sont observateurs et qui essayent d'accompagner du mieux qu'ils peuvent, avec leur propre peur aussi. L'idée, c'est, pour nous en tout cas, de maintenir la qualité d'une présence, de la relation, du respect, de l'attention, de l'écoute, quand effectivement il y a encore une expression, mais de montrer sa présence aussi. Et parfois, on a aussi ce travail à faire avec les proches, c'est-à-dire que comme ils ont peur tout court, ils ont peur aussi de toucher, d'approcher, hein. Alors encore une fois, je tiens pas compte là du contexte spécifique Covid, mais en dehors de ça, ce que moi j'ai souvent constaté, c'était que c'était à nous, l'équipe, de dire: mais vous pouvez vous approcher, il vous entend ou elle vous entend, hein, vous pouvez lui toucher la main, il sent, il ressent que vous êtes là et que vous lui touchez la main, etc. Et en cela, je dis que les équipes d'EHPAD ont une expertise parce que les soignants en EHPAD savent ça, hein, et que c'est important qu'effectivement, à un moment donné, ils jouent le lien entre la personne qui meurt, les proches qui savent pas trop comment s'y prendre, hein, et c'est une partie importante, à mon sens, de leur rôle, au-delà, effectivement, bien sûr, des soins de nursing, etc., qui restent importants, et en particulier des soins de bouche dont je parlais, parce que au moment de l'agonie, hein, souvent les gens ont la bouche ouverte, et ce qui est très gênant, c'est la sécheresse des muqueuses, et si la muqueuse est desséchée, ça génère de la souffrance supplémentaire. Alors, excusez-moi. Alors, ce qui est important aussi autour de tout ça, c'est qu'en fait tout le monde a un peu peur, hein, parce que tout le monde se questionne, etc. Il faut pas oublier quand même que celui ou celle qui a le plus raison d'avoir peur, c'est celui qui meurt, hein. Et quand on essaye d'identifier un peu toutes les peurs les thématiques de peur qui sont là, j'ai listé quelques éléments, mais la peur de la douleur, la peur de perdre le contrôle, la peur de ce qui va arriver à ses proches quand on sera plus là, en particulier quand les proches sont en situation précaire. Et aujourd'hui, Dieu sait si, socialement parlant, on a des parents qui, même très âgés, participent encore au fait d'aider leurs propres enfants. La peur des autres, parce qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, les autres osent plus trop nous approcher. La peur de l'isolement, de la solitude, la peur de l'inconnu, évidemment, comme je vous le disais, hein, s'il y a bien quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est bien tout ça, hein, c'est ce qui se passe, comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer après et s'il y a un après. Parce que voilà, alors quand on a des convictions religieuses, ça peut être des éléments qui rassurent, parce qu'on se dit qu'après, voilà, ça va être le paradis, que peut-être on sera comme ci ou comme ça, mais tout le monde n'a pas ces convictions-là et toutes les convictions sont respectables. Et puis la peur finale que notre vie ait pas eu vraiment de sens, hein, voilà. Je vous ai remis une citation qui est celle d'Oscar Wilde qui disait moi j'ai pas peur de la mort. Ce qui me fait peur, c'est ce qui précède, c'est l'approche de la mort, et c'est vrai d'une certaine manière. Alors pour Oscar Wilde, en même temps le fait de pas savoir ce qu'il y a après, c'est quand même pas très rassurant non plus. Mais encore une fois, on ne peut faire que des hypothèses là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à apporter des réponses aux besoins physiologiques, c'est de sécuriser, de rassurer, c'est de montrer aux gens qu'effectivement ils sont encore respectables et qu'on les considère comme des humains et bien comme on les a toujours considérés, c'est-à-dire c'est Madame Machin, la résidente qui est là depuis des années, avec qui effectivement on a ri, parfois un peu pleuré aussi, etc. En tout cas, c'est cette continuité-là qu'il est important de faire ressentir. Évidemment, le fait qu'on respecte et qu'on considère les gens, et puis entendre aussi des besoins spirituels. Parfois, les gens qui meurent, même s'ils n'ont pas été très pratiquants, parfois ils ont besoin de rencontrer quelqu'un, un représentant religieux. Ben, pourquoi pas? Peu importe, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire. S'ils ont envie de rencontrer un imam, un prêtre, un rabbin, que sais-je, ben voilà, ils ont bien le droit de ça. Et notre idée, c'est de faire le relais de cette demande, en tout cas notre rôle.
vous dis un tout petit mot sur le processus de deuil, mais je vais pas rentrer beaucoup dans les détails parce qu'encore une fois, je ne suis pas psychologue. Je voudrais juste vous dire que, euh, à mon sens, mais c'est moi qui le dis, hein, évidemment, quand on parle de process de deuil, on parle on entend Kubler-Ross et les 5 étapes qui ont été décrites depuis très longtemps par Kubler-Ross. C'est l'idée du déni, de la colère, du marchandage, de la dépression et de l'acceptation. Alors ça, c'est les livres, hein. Moi, ce que j'ai vu ressemble beaucoup plus à la courbe que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus entremêlées, qui reviennent en arrière. Je vais vous donner un exemple pour essayer de mieux partager ma pensée. J'ai eu l'occasion comme ça d'accompagner un monsieur qui avait un cancer du poumon et alors c'est ce qu'on appelait à l'époque un cancer du poumon à petites cellules, c'est-à-dire un cancer du poumon qui évolue très rapidement. Ce monsieur avait une cinquantaine d'années et donc il était jeune. Enfin, maintenant que j'ai plus de 50 ans, forcément, il était très jeune. Donc, mais ce monsieur, il y a une journée où j'ai pu discuter avec lui, il m'a dit voilà, moi j'ai compris que j'allais partir, etc. J'ai tout préparé. Ça va être difficile pour ma femme, mais je lui ai préparé des pochettes, on a tout vu ensemble, etc., etc. Et donc, on pouvait penser que ce monsieur était d'une certaine manière dans l'acceptation, alors, ou au moins dans ce qu'on appelle la résignation. Et le lendemain, il était dans une colère monumentale. Il était très agité, il achetait ses perfusions par terre, etc. Et il disait très clairement, je peux pas mourir maintenant, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Et c'est ça qui est compliqué dans ces histoires de deuil, c'est que c'est pas linéaire, c'est pas on est dans le déni, puis dans la colère, puis dans le marchandage, puis après on accepte. Moi, des gens qui acceptent, j'en ai pas croisé beaucoup. Des gens résignés, oui, mais des gens qui acceptent, non. En tout cas, très peu. Et que c'est un phénomène qui est complexe et qui peut évoluer de certaines manières. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout le monde est touché par ce process de deuil. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, si je suis soignant en EHPAD et que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tous les jours ou presque, hein, on passe beaucoup de temps au travail, que tous les jours ou presque, je vois autant tel résident que mes propres enfants ou mon propre mari ou ma propre femme, évidemment, quand ce résident décède, je suis affecté. Et moi aussi, à ma manière, j'ai un processus de deuil à faire. Moi aussi, il faut que j'arrive à me dire que non, cette personne, elle est plus là. Alors évidemment, on parle de la bonne distance, hein. On dit oui, mais on doit avoir une distance professionnelle. La seule définition de cette distance-là qui me vient avec le temps, en tout cas, c'est la bonne distance avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est la distance où on peut être assez proche tout en ne se faisant pas mal, hein. Pour moi, je vous disais, j'ai vu des soignants qui prenaient des familles dans les bras ou des patients aussi, hein, et qui parfois même pleuraient avec eux. Et pourtant, c'était des soignants très compétents. Par contre, la distance faisait que, voilà, ce moment-là était un moment d'échange privilégié. Et puis, 1 heure après, je les retrouvais en train de préparer les médicaments ou avec une autre famille, etc., etc. La distance, pour moi, c'est ça, c'est d'être capable effectivement de partager, d'être dans l'empathie, et puis en même temps de continuer à gérer le reste de sa vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire, voilà, de rentrer à la maison et d'être aussi disponible pour sa famille. Donc la bonne distance, pour moi, c'est celle qui permet ça, qui permet de ne pas avoir trop mal. Mais par contre, ça veut dire qu'on est touché malgré tout. On est humain et heureusement. Et heureusement. Qui caractérise cette histoire de deuil, en tout cas c'est ce que moi j'ai beaucoup observé, c'est l'ambivalence. Ce monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui à un moment dit moi je suis prêt, hein, j'ai compris, et qui le lendemain casse ses perfusions, elles étaient encore en verre à l'époque, en disant c'est pas possible, je ne peux pas mourir maintenant, je suis trop jeune et j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. On est dans la complète ambivalence, hein. Alors c'est valable pour celui qui meurt ou celle qui meurt, c'est valable aussi pour la famille, et c'est pour ça que parfois on est aussi, nous, des réceptacles à la colère des familles qui disent mais c'est pas juste, c'est pas voilà, mais qu'est-ce que vous faites? Faites quelque chose, le laissez pas comme ça, etc., etc. Et puis nous-mêmes, au sein des équipes, on est aussi ambivalents parfois. Hein, moi, j'ai vu des situations où parfois les équipes
se crêpait le chignon parce que, là, on n'avait pas mis Madame Machin au fauteuil et qu'il fallait la mettre absolument au fauteuil pour certains, et que pour d'autres, on disait mais non, mais là, elle a des difficultés à respirer, alors au fauteuil, elle respirera peut-être mieux, mais en même temps peut-être pas. Et puis en fait, elle n'a pas dormi de la nuit. Là maintenant, elle dort et de toute façon, elle va mourir, donc on la laisse tranquille. Et c'est bien ça, hein, le questionnement qu'on doit avoir et qu'on doit mettre en commun. Hein. Qu'est-ce qui est à prioriser dans ces situations-là? Et forcément, ça passe par l'échange et le questionnement parce que ni les uns ni les autres n'ont une vérité. Mm. Mais si on s'en réfère à tout ce qui est important à ce moment-là, c'est-à-dire d'être ensemble et d'être cohérent, alors on trouvera des choses qui vont satisfaire tout le monde et qui resteront centrées sur l'intérêt du résident. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de construire du sens en équipe. Donc, je vous ai mis qu'il était la phase terminale de la vie dans le projet de vie d'une manière générale, c'est pas un truc à part, c'est une continuité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. L'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, c'est une mission de tout professionnel de santé et sans doute une des missions que prioritaire, en tout cas importante, des équipes en EHPAD, c'est évident pour les raisons démographiques qu'on a vues. Et on nous dit qu'il convient donc de mettre à la de tout le monde, des savoirs, des compétences, de la formation, des endroits où on puisse s'exprimer. Moi, vraiment, je pense que des moments où on puisse dire, on puisse analyser ces pratiques. Voilà, au-delà du fait que là, on a accompagné Madame Machin ou Monsieur Truc, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ça, c'était bien, qu'on peut être satisfait de la qualité des choses qu'on a mises en place. Et voilà, dans une autre situation, là, ce qui moi me frustre et je considère qu'on peut améliorer ça. Et d'ailleurs, je suis encore super en colère parce qu'on n'a pas réussi à le faire. Et puis aussi, parfois, pour lever de la culpabilité. Hein, dans l'esprit collectif, on voudrait que tout le monde puisse mourir dans la sérénité, tranquille, avec quelqu'un qui lui tienne la main, etc., etc. C'est génial et il faut avoir cet idéal. Et en même temps, il y a des situations où on n'arrivera pas à atteindre cet idéal et que parfois, on n'a pas, nous, à être coupable de ce qui se passe. Hein, quand il y a des tensions de famille qui perdurent jusqu'au dernier souffle et où on a des gens qui s'entre-déchirent autour de quelqu'un qui meurt, bien sûr, on peut essayer de faire en sorte que ça se passe pas comme ça, mais en même temps, on n'est pas responsable de l'histoire de vie des gens non plus. Et moi, je trouve beaucoup de soignants qui se sentent coupables de choses qui ne leur appartiennent pas et qui ont pourtant fait beaucoup de choses pour que les choses se passent du mieux possible. Et donc, c'est important qu'on puisse parler, tous, se mettre dans, c'est que euh, on a vécu des choses du fait du Covid, enfin de la Covid, puisqu'il paraît on dit là, maintenant, enfin bon, peu importe, de ce virus, on a dû isoler des gens, on a dû peut-être parfois faire barrière à certains adieux, peut-être même, et que ça, pour les soignants, c'est déchirant, c'est-à-dire que c'est une complète contradiction avec leurs valeurs, et que c'est assez drôle d'ailleurs parce que moi, quand j'interviens, là, je reviens d'hôpitaux du Sud-Ouest et ces derniers temps, donc j'étais plus sur les hôpitaux que sur les EHPAD pour les raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est intéressant parce que tous ces éléments d'éthique qui ont fait que les soignants parfois se sont retrouvés en contradiction avec voilà, ça c'était dégueulasse. On n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça. Du coup, on n'a pas forcément respecté ça. Il fallait qu'ils puissent se dire au revoir, etc., etc. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Je vous dis que c'est ce qu'on me raconte aujourd'hui. Et, et je pense que c'est très important. Effectivement, on a été dans des dilemmes éthiques entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait faire et ce qu'on était obligé de faire. Et puis entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, hein, en matière de santé publique. Et c'est important que tout ça puisse s'exprimer et ça commence tout juste à s'exprimer. À mon avis, on n'est qu'au début. Et je pense que on a intérêt à prévoir des espaces et des oreilles pour entendre tout ça. Je vais finir juste là-dessus, puis je vais peut-être vous laisser un peu la parole si vous souhaitez exprimer des choses. Ce qui est important, en tout cas, il me semble, pour les équipes, c'est que
les gens puissent vivre le temps qu'il leur reste du mieux possible. Et c'est d'ailleurs le titre d'un film qui a été réalisé par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs que vous pourrez trouver facilement sur YouTube. Alors, il dure un peu longtemps, c'est pour ça que je voulais pas projeter là, il dure 1h20. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, et de voir différentes situations et de voir du coup comment les soignants se posturent, quelles sont les difficultés auxquelles de toute façon on va être confronté et le fait qu'on ne puisse pas s'épargner un certain questionnement. Allez voir ce film pour YouTube, il parle beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi de tout ça. Voilà, je vais m'arrêter et puis je vais voir si vous avez des questions ou des choses à rajouter ou à compléter. Merci. Merci beaucoup, Eric. Je me permets de prendre la parole pour faire le lien avec le chat, parce qu'il y a eu quelques petites remarques. Oui. Voilà, donc notamment une remarque de Francis Bedoc qui indique qu'entre 2005 et 2016, il y a eu le rapport Courteau sur l'aide à mourir demandé mais enterré par François Hollande. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai, parce Absolument. Alors pourquoi il a été enterré par François Hollande? Tout simplement parce que donc c'était un rapport qui allait très très loin, hein, qui s'approchait presque de la législation belge. C'est une proposition de loi, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que ce rapport est intervenu juste après la loi sur le mariage pour tous, qui avait totalement fracturé la France en deux, hein, vous le savez bien, entre 2012-2013, 2012-2013. Et le rapport, effectivement, quand François Hollande a vu le rapport et il a anticipé un peu les réactions des Français, sachant que les mêmes personnes qui se sont battues pour ou contre le mariage pour tous avaient déjà annoncé qu'elles seraient les mêmes qui se battraient pour ou contre l'euthanasie, entre guillemets, pour employer le terme le plus vulgaire possible par rapport à ça. Et donc, du coup, Hollande, très prudemment, a préféré enterrer ce rapport, cette proposition de loi, et redemander à Leonetti et à Claes de réécrire de réécrire un peu l'esprit de la loi de 2005 pour essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus consensuel et qui n'aille pas vers cette notion d'euthanasie entre guillemets. Voilà l'explication. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait eu un recadrage des parlementaires et du groupe parlementaire par la ministre qui avait dit non, chez nous, c'est pas comme ça. Et on s'en réfère à la loi en vigueur, hein. Ça avait été d'ailleurs assez catégorique de la part du ministère, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, on en est toujours là aujourd'hui sur l'esprit Leonetti-Claes. Malgré tout, c'est peut-être ce qui a conditionné l'apparition de la sédation profonde. Dans cette nouvelle loi, avec l'idée qu'effectivement on pouvait mourir en dormant et en étant soulagé le plus possible, et que s'il y avait un double effet, c'est-à-dire qu'on provoquait la dépression respiratoire, peut-être que puisque l'intention c'était de soulager mais pas d'accélérer le processus du mourir, c'était quand même légal. Mais c'est vrai que la loi française est pour le coup aussi ambivalente là-dessus, hein. Tout à fait. Merci. Alors, il y avait une autre remarque aussi, donc de Hélène Fleury, qui indiquait: il y a encore beaucoup d'ambiguïté dans les établissements sur les soins du corps après la mort. Pour moi aussi, c'est une manière de dire au revoir et de les préparer pour les familles telles qu'elles la connaissaient, mais aujourd'hui, c'est devenu, entre guillemets, le travail des pompes funèbres. Si Hélène veut intervenir ou compléter. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Votre Hélène. micro est éteint, Hélène. Ah, attendez, votre micro il est éteint. Je vais essayer de vous le activer. Ah, j'en profite pour dire qu'il y a un adage qui dit que la toilette mortuaire, c'est le dernier des soins, mais le premier des rituels. C'est très beau. Et c'est très vrai. Hélène est revenue? Alors, j'essaye d'activer le micro, mais je ne sais pas si Hélène a reçu la demande de réactivation. Je peux peut-être dire quelques mots, Sonia, autour de ça. Bien sûr. Et puis peut-être qu'Hélène reviendra. Je vais essayer d'aller dans le sens de son idée, puis elle complétera peut-être après.
ces soins post-mortem là, c'est quelque chose qui achoppe vraiment beaucoup, beaucoup hein, au sein des équipes. Et puis il y a aussi une dimension culturelle autour de ça. Hein. Parfois, on a dans les équipes des gens qui, dans leurs croyances et leurs propres valeurs, ont comme adage justement, on ne touche pas les morts. Hein, c'est voilà. Et ça, et on a des soignants qui ont peur, qui ont très très peur de ça. Hein, et évidemment, alors on n'est pas tous pareils par rapport à cette approche du corps, du défunt. Je pense que c'est, en tout cas, c'est déjà bien quand les soignants peuvent le dire. Moi, j'ai peur. Et puis moi, je fais pas ça. Hein, une fois que ça s'est exprimé, alors on peut travailler. Alors on peut travailler et puis voir comment, par le biais des relais possibles, par le fait de ne pas être seul dans ce soin, etc., etc. Et puis de le recadrer comme étant un soin, rendre effectivement une personne présentable à sa famille. C'est pas le boulot des pompes funèbres, ça. Hein, quand on appelle une famille au petit matin pour dire, écoutez, voilà, vous vouliez pas être dérangé, mais là maintenant, je vous le dis, votre proche est mort à telle heure, etc., etc. Et si vous voulez, vous pouvez venir le voir. C'est pas les pompes funèbres qui vont mettre le drap comme il faut, qui vont enlever le bassin qui traîne ou je ne sais pas quoi. C'est de notre boulot de soignant de faire ça. Hein, les pompes funèbres, ils font autre chose, ils font autre chose. Hein, et je crois qu'il faut pas. Euh, il faut travailler là-dessus. C'est facile de le dire comme ça, bien sûr. Hein. Moi, je suis chez moi dans mon fauteuil et puis je dis, bah oui, il faut bosser là-dessus, et puis réhabiliter ces soins-là. Mais je crois qu'il faut en parler en tout cas, parce que Hélène a raison. Il y a des réflexes de fuite, il y a de la défense autour de tout ça. Ça cristallise la peur des soignants qui éventuellement peuvent être acteurs là-dedans. Hein, en même temps, c'est vraiment l'idée que c'est un soin qui permet de dire au revoir. Je pense que c'est très important. Vous savez, je me suis retrouvé parfois dans des situations où j'étais seul pour faire ce soin où c'est dur, bien sûr, c'est dur. Et je me suis retrouvé, le seul truc que j'avais trouvé pour rendre les choses un peu plus supportables, c'est de dire c'est du soin effectivement. Et du coup, je parlais aux patients. Et je pense que si quelqu'un était passé à ce moment-là, on m'aurait pris pour un zinzin. Mais ça a été ma seule manière à moi de rendre cet échange-là à peu près acceptable. Et chacun chemine comme il peut par rapport à ça. Mais je crois que l'institution, hein, le groupe peut aider. Hélène n'arrive pas à mettre le son. Moi aussi, je parle. Sinon, Hélène, si vous souhaitez ajouter quelque chose sur le chat, on transmettra à l'oral. N'hésitez pas. Si des personnes souhaitent intervenir, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Hein. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur cette histoire de toilettes mortuaires. J'ai travaillé donc en hôpital pendant 25 ans, donc j'en ai fait quand même quelques-unes. Ça n'a jamais été pour moi personnellement un moment difficile, mais un aboutissement et un accomplissement du soin terminé et un échange hein, avec les familles quand elles arrivaient pour voir leurs défunts. Maintenant que je suis de l'autre côté et que j'ai la casquette de formatrice, quand je passe dans certains établissements de soins où justement le sujet de formation c'est la toilette mortuaire, bien sûr, ce qui ressort en priorité, c'est les soignants qui ne comprennent pas trop la politique de la direction de l'établissement, qui veut mêler les pompes funèbres à tout ça. Mais je rencontre souvent des équipes hein, qui font bloc contre la direction en leur expliquant qu'ils sont tout à fait ouverts à l'idée que les pompes funèbres aient un rôle à jouer et des soins spécifiques à faire, mais qui ont réussi à garder la main sur cet épisode de toilette mortuaire qui, eux, leur permet de finaliser leur accompagnement, en fait, et leur permet de pouvoir commencer leur deuil et de continuer à faire leur travail de soignant. Donc, même s'il y a des établissements où ça ne se pratique pas ou plus, il y a encore beaucoup, beaucoup d'établissements de soins où ça se fait toujours. Et tant mieux. Voilà. Oui, oui, je pense que en tout cas, quand les choses peuvent être préservées comme ça, accompagnées, réfléchies et échangées, c'est une très bonne idée parce que c'est une manière de dire au revoir. Vous avez raison, vous avez raison. Et c'est aussi sans doute une manière pour les équipes, quand effectivement il y a une réflexion autour de ça, de trouver une satisfaction dans l'idée qu'on a fait les choses bien jusqu'au bout.
c'est important, pour les équipes. Alors, hop. Je n'arrive pas à remettre le son. Hélène, on vous entend pas, effectivement. Moi aussi, je parle, je suis d'accord, les établissements ont des freins. Oui, oui. Enfin, juste pour rebondir un tout petit peu, je crois que dans les établissements en général, ça concerne pas que les EHPAD, hein, mais on n'a pas tous les mêmes idées, hein, et que ce qui serait bien de temps en temps, ça serait qu'on puisse parler tous ensemble. Hein, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, qui fait quoi, etc., etc. Je pense que ça serait bien que dans les endroits où les gens meurent, et donc on a vu que c'était essentiellement en institution aujourd'hui, même si aujourd'hui 30% des gens meurent chez eux et qu'on développe de plus en plus l'accompagnement de fin de vie au domicile, mais que partout où effectivement on est amené à faire de l'accompagnement, on a une réflexion autour de ça. Parce que autrement chacun y va de sa propre conception et de sa propre valeur, et que c'est dommage parce qu'on risque de manquer de cohérence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, bah, je vous propose de clôturer ici, sachant que voilà, je vous renverrai quelques références ainsi que le lien des vidéos évoquées par Eric. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation très, très intéressante. Et merci à tous pour votre présence. Ouais, merci à vous, Sonia, et puis merci à tous les collègues là qui se sont connectés. Je sais à quel point on est dans un contexte particulier où il est difficile de libérer un peu de temps. Alors merci d'avoir pris un peu de temps pour qu'on soit là ensemble autour d'un sujet qui nous intéresse et qui intéresse toute la société finalement. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.